Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la réunion publique du conseil de quartier Citroën Boucicaut. Je vous rappelle que la réunion est filmée et qu'elle sera retransmise sur le site de la mairie du 15e arrondissement dès demain. Pour l'ordre du jour, finalement aujourd'hui on aura d'abord un ordre du jour sur les aides aux personnes précaires où Henri Josefovitch interviendra parce que le sujet qui était initialement prévu à l'ordre du jour, l'intervenant n'était pas disponible aujourd'hui. Et ensuite, on parlera de l'état des lieux du parc Citroën. Et on accueille notamment Ségolène Fouché, qui est la nouvelle adjointe de quartier. Et je vais la laisser se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir d'abord. J'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre d'entre vous à la réunion préparatoire de ce conseil de quartier. J'ai pu voir à quel point le quartier était actif avec un certain nombre d'activités, d'associations présentes et puis évidemment des habitants toujours très impliqués dans la vie du quartier. Alors personnellement, je suis avocat en droit des affaires et donc à côté, j'ai la chance d'être à la mairie en charge de 2 quartiers, le parc des expositions Vaugirard et puis Citroën Boucicaut qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Comme d'habitude, il y a un temps de parole, de présentation par les intervenants. Ensuite, ce sera les questions. D'abord, priorité aux membres du conseil de quartier, puis à la salle. Et j'essaierai de passer la parole le plus possible pendant le temps qui nous sera imparti. Donc, je vais laisser la parole à Henri sur les aides aux personnes précaires. Donc, est-ce que quelqu'un peut actionner le fouet ? Il y a des slides, je crois. D'accord. Alors... Donc, je vous remercie donc, pour cette sollicitation et je présente tous mes voeux de bonheur et de réussite à Madame Ségolène Fouché et qui co-anime ce quartier avec votre présidente, voilà, votre chère présidente. Donc voilà, vraiment, on va parler de ce sujet. Donc, que fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes en difficulté, les personnes précaires ? Le volet précaire est un peu plus large, ça peut vouloir dire aussi des personnes qui ont certaines difficultés. Ça peut désigner évidemment la question des personnes à la rue, c'est devenu une problématique à part depuis un certain nombre d'années. Alors, on va commencer, donc je vais vous parler d'abord excusez-moi, Alors on va parler des personnes à la rue et du rôle de la mairie du 15e arrondissement. Que fait une mairie d'arrondissement qui, rappelons-le, en fonction de par la loi, a des attributions extrêmement réduites. Pour autant, quand je dis réduites, c'est beaucoup de compétences au niveau donc, de signalement dans certains domaines, mais nous restons quand même un acteur important. Nous essayons d'examiner les situations, d'y répondre parce qu'il y a beaucoup souvent il y a des difficultés. Alors donc je vais peut-être je vais d'abord vous parler de ce que sont les situations dont nous traitons. Quelles sont les situations que j'ai à traiter, parfois avec mes collègues, avec la mairie du 15e, avec les différents acteurs. Alors évidemment, ça va être le cas des personnes qui sont à la rue. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur les personnes à la rue. D'abord, elles peuvent aussi avoir, quand on dit qu'elles n'ont pas de domicile, elles peuvent être aussi très mobiles. Par exemple, elles vont être très présentes plutôt dans la nuit à tel endroit, mais toute la journée, vous ne la retrouverez pas parce qu'elle bouge, parce qu'elle peut même aller dans un autre arrondissement. Donc ça, ce sont des situations qui seront vraiment très différentes. Alors, je vous dirais qu'il y a une espèce de gradation quand on voit les personnes à la rue. On va dire que l'urgence, la situation, c'est plutôt de traiter les cas les plus difficiles. C'est par exemple le cas d'une famille à la rue. Une famille à la rue avec enfants, si possible, si la personne est mineure, eh bien, normalement, vous avez des services comme la mission d'urgence sociale de la ville de Paris, c'est la direction des solidarités qui va s'en occuper. Ensuite, si c'est des
des personnes qui peuvent être plusieurs. Par exemple, pour un campement, il y a des protocoles, il y a des services qui sont compétents, comme par exemple, ça va être toujours la mairie de Paris, ça va être aussi, le SAMU social. Le SAMU social, alors je vais vous en parler après. Et évidemment, il y a aussi une situation qu'il faut avoir dans la rue, une situation qui est assez délicate, c'est que nous sommes aussi dépendants d'un élément, c'est que la personne n'est pas toujours demandeuse d'hébergement. Contrairement à ce qu'on pense, une bonne partie des personnes que vous croisez à la rue, je dirais qu'elles ont fait ce choix. Il peut reposer sur des raisons très complexes, psychologiques, peut-être psychiatriques. Il y a aussi un travail d'accompagnement au niveau médical, même au niveau psychiatrique, qui se développe avec certaines maraudes. Il y a eu beaucoup de travail, mais c'est quelque chose de très complexe. Donc, je dirais, la première difficulté, c'est que si la personne n'a pas fait de demande d'hébergement, il est assez difficile, on ne peut pas vouloir à sa place. Il y a une autre difficulté, un autre paramètre qui va compliquer un peu les choses, c'est que normalement, les personnes, le fait d'être à la rue, par exemple le fait de mendier, ou le fait, je ne sais pas, de se mettre sur tel trottoir sans forcément obstruer la voie publique, n'est pas à proprement parler une infraction pénale. Ça n'est pas un délit. Voilà, il n'y a plus de délit de vagabondage dans le code pénal depuis 30 ans, depuis la réforme du code pénal. Donc, ça fait que c'est très difficile à traiter. Voilà, on a ces paramètres. Alors, je vous dirais que plus la personne est peut-être isolée, plus elle est seule et plus elle est adulte et moins elle est demandeuse d'hébergement, plus la situation va être beaucoup plus difficile à traiter. Donc là, j'insiste aussi, il y a des idées reçues. Par exemple, alors là aussi, je vais peut-être vous parler de quelque chose qui peut vous paraître banal, mais contrairement à ce qu'on pense, les personnes à la rue sont parfois très soucieuses de leur propreté, de leur propre hygiène. Par exemple, il y a certains accueils de jour dans le 15e arrondissement qui peuvent les accueillir, par exemple, pour leur proposer des prestations d'hygiène. Par exemple, on a un mobile douche. Alors c'est dans le quartier, c'est dans un quartier qui est un peu plus éloigné, dans le 15e, mais contrairement à ce qu'on dit, là aussi, autre aspect, autre idée reçue que j'ai découverte quand on m'a confié cette délégation, contrairement à ce qu'on pense aussi, c'est pas forcément une question de mendicité. Attention, la personne qui mendie n'est pas forcément à la rue, et inversement, une bonne partie des personnes à la rue ne sont pas des personnes mendiantes. Voilà, j'insiste vraiment sur ce choix qu'elles ont fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à concevoir. C'est vrai que parfois, une personne qui s'installe, qui met sa tente ou même qui se met, je ne sais pas, sur un banc, on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une inaction? Là, vraiment, il faut faire très attention. Je ne dis pas qu'il y a un envers du décor, mais il y a aussi une réalité qui est beaucoup plus complexe dans les personnes à la rue. Et il faut vraiment beaucoup de bonne volonté, beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement pour que nous puissions obtenir des sorties, pour que nous puissions obtenir des situations satisfaisantes. Alors, je vais vous donner donc quelques chiffres. C'est très difficile de recenser les personnes à la rue. Si je prends la dernière enquête qui est faite par la Nuit de la Solidarité, vous savez, c'est une opération de recensement des personnes qui est organisée chaque année par la ville de Paris et 32 communes de la métropole du Grand Paris. Eh bien, dans le 15e arrondissement, pour cette année, on a recensé 174 personnes, un peu plus que l'année dernière où nous étions à 133. Nous étions à 122 en 2022 et à 139 en 2021, donc une augmentation de 30%. Alors, les explications peuvent être très complexes. D'abord, nous sommes un gros arrondissement, voilà. Nous avons aussi par exemple des artères, des lieux de vie qui peuvent attirer les personnes à la rue. Contrairement à ce qu'on pense aussi, quand je parle de précarité et de personnes à la rue, ça n'est pas forcément dans les quartiers qui auraient le plus de difficultés sociales. Il peut y avoir les personnes à la rue, vous les trouverez plutôt dans des rues bien achalandées, où il y a des commerçants, où il y a de la vie, voilà. C'est vrai que la vie sociale, dans un sens, ça attire tout le monde.
ça attire n'importe quel citoyen, et ça peut aussi parce que c'est animé. Et c'est vrai que par exemple, ce qu'on constate, c'est qu'il y aura un peu plus de personnes à la rue dans l'ouest du 15e arrondissement. Voilà, là, dans les artères de type rue Saint-Charles, on peut dire que c'est peut-être un peu dans le centre rue du Commerce. Je pense aussi à Beaugrenelle. Dans tous ces endroits, c'est là qu'on a recensé des personnes à la rue. Peut-être aussi une raison qui peut l'expliquer. C'est un phénomène qu'on constate parfois, c'est par exemple la proximité d'une gare. La gare, forcément, ça fait venir des gens de province. Voilà, il y a des gens qui arrivent, qui se déplacent, qui repartent, qui tentent leur vie à Paris. Vous savez, il y a aussi l'appel à tenter sa chance. On veut essayer. Voilà, on arrive de Bretagne, et on a eu quelques personnes peut-être du côté de Falguière. Mais là aussi, c'est très aléatoire. C'est aussi un lieu où il y a beaucoup de mobilité. Voilà, les personnes à la rue, ce sont des personnes qui ont vraiment leurs axes si je puis dire, de rotation, qui peuvent aller du 15e au 14e, qui peuvent même aller peut-être avant, va ici. Donc on a vraiment et c'est pour cette raison que les associations essayent vraiment de les suivre, de les connaître. Alors, on va parler donc du rôle de la mairie. Quel est notre rôle? Alors, dans ce travail, il y a d'abord beaucoup de... Alors évidemment, je vais traiter des signalements. Par exemple, mes collègues d'arrondissement, des habitants peuvent nous signaler le cas d'une personne. Ça peut être le cas donc des élus. Ça peut être aussi un travail d'information auprès des associations. Alors je vais vous dire quelque chose qui n'est peut-être pas forcément très beau à entendre, mais quelquefois, lorsque j'ai le décès d'une personne à la rue, je vais immédiatement prévenir dans le 15e arrondissement tous les acteurs qui s'occupent de ces personnes. Parfois, je vais obtenir quelques renseignements. Voilà, on va me dire, tiens, effectivement, on le connaissait dans notre association. Voilà. C'est aussi un travail important, c'est vraiment de coordination entre les différentes associations, notamment entre les maraudes. Alors il y a une réorganisation au niveau de la ville de Paris qui essaye de privilégier l'arrondissement pour l'étude des personnes à la rue, pour les signalements, mais à la mairie du 15e, nous avons aussi mis en place, le cas c'est ce qu'avait fait mon prédécesseur, une réunion de maraude mensuelle. Ça veut dire que chaque mois, je réunis tous les acteurs qui s'occupent des maraudes, ça va être les associations, ça va être le SAMU social, et qui vont, on va passer en revue certaines situations, je vais donner certaines informations. C'est vraiment le travail des personnes à la rue, il ne peut obtenir des résultats et de fruits que s'il y a vraiment un travail de dialogue constant et je dirais même quotidien. Voilà, c'est d'être en relation avec tous les acteurs qui s'occupent de ces personnes à la rue, avec toutes les associations. Et encore une fois, vraiment, l'avantage du 15e, c'est qu'il a un kaléidoscope assez complet de toutes les démarches, de toutes les initiatives pour la solidarité. Voilà, on a vraiment des associations nationales, locales, je vais y revenir, mais on a un très bon tissu qui fait que la coopération se passe assez bien. Pourquoi est-ce que je parle de coopération? C'est très simple. Lorsque ces associations vont marauder, elles vont faire des maraudes, c'est-à-dire ce sont des démarches où on va à la rencontre des personnes à la rue, eh bien, elles vont se coordonner en amont pour éviter qu'elles soient en même temps, dans le même lieu. Et ça fait que le 15e est assez bien parcouru. Voilà, on a des maraudes qui, par exemple, ont leur plan prédéterminé. Hein. Elles vont faire, je ne sais pas, 2 maraudes le même soir, mais pas au même endroit. On a quelques associations qui n'ont pas défini de lieu précis, mais qui voilà. Et donc le résultat, c'est qu'on arrive à avoir des coordinations, on arrive à avoir des renseignements, voilà, des informations plutôt sur les personnes à la rue, pour savoir quelle situation, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes, quelles sont les solutions que l'on peut apporter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est vraiment un travail de mise en relation entre les acteurs avec la mairie du 15e arrondissement. C'est vrai, comme je vous l'avais dit, nous ne sommes peut-être pas une commune, une mairie de plein exercice, mais pour autant, nous avons vraiment, il y a beaucoup de signalements qui nous sont faits ou que nous faisons. Nous faisons par exemple auprès des différents services qui vont s'occuper des personnes à la rue. Donc le 15e arrondissement a un rôle.
Il participe aussi à ce qu'on appelle l'organisation territoriale de l'urgence sociale, dans les comités de veille sociale. Donc on a aussi des réunions, mais qui se font au niveau de l'arrondissement, et on essaye de traiter des situations et de transmettre les signalements. Alors, sinon, qu'est-ce que nous faisons ? Nous organisons aussi une fois par mois un petit déjeuner de précaires et de personnes à la rue à la mairie du 15e arrondissement, tous les premiers mercredis du mois. Donc on essaye de donner notre touche à la solidarité. On a un public d'à peu près 10, 15, voire 20 personnes qui peuvent venir à ces petits déjeuners. Voilà, ça permet d'entretenir un peu de lien. Ensuite, alors, on peut aller... Alors, quels sont les acteurs impliqués dans la précarité pour les personnes à la rue ? Alors là, c'est vraiment, si je puis dire, un arsenal assez complexe, mais en même temps très pratique, parce que j'ai envie de dire, plus il y a d'acteurs, mieux c'est. Voilà, on ne sera jamais de trop pour aider les personnes à la rue. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va parler de ce qui est dans la sphère publique. Ça va être le SAMU social. Alors, le SAMU social, pour information, c'est ce qu'on appelle un groupement d'intervention publique auquel sont partenaires l'État, la ville de Paris, et le SAMU social s'occupe plutôt des personnes isolées à la rue. S'il y a le signalement, par exemple, de telle personne qui est devant une boutique, je ne sais pas, ou pour lesquelles on a des préoccupations, c'est le SAMU social qui va s'en occuper. Il y a ce qu'on appelle aussi la mission d'urgence sociale de la ville de Paris. Vous savez qu'il y a une réorganisation récente de tout l'arsenal, de tout le dispositif en matière de solidarité. Par exemple, la mission d'urgence sociale, ça va être des cas plutôt de famille. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que la ville de Paris a des compétences en matière de famille. Vous savez que la ville de Paris a des compétences sociales comme n'importe quel, même si ce n'est pas à proprement parler un département. Vous savez que le département, traditionnellement, est compétent en matière familiale, en matière sociale. Eh bien, la ville de Paris a des compétences en matière d'urgence sociale qui découlent tout simplement de sa compétence par rapport aux familles. Alors, il faut rappeler que, par exemple, il y a des répartitions de compétences. Alors, parfois, ça peut être un peu compliqué, mais par exemple, normalement, l'État, il est compétent pour tout l'hébergement des familles. Voilà. Mais avec quand même le fait que la ville va être compétente, par exemple, pour les enfants, les femmes enceintes et les mères isolées qui ont, par exemple, qui ont des enfants de moins de 3 ans, eh bien, ça va être l'aide sociale à l'enfance, et ça sera la compétence de la ville de Paris. Voilà. Je vous expose un peu ces subtilités pour vous dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, hein, concernant la précarité et les personnes à la rue. Eh bien, c'est aussi bien l'État, la collectivité territoriale qu'est la ville de Paris, et par extension, donc même si l'arrondissement n'a pas forcément beaucoup de compétences, il va participer, par exemple, à ces signalements, à ces saisines de ces autorités. Il faut savoir, par exemple, que l'État va être compétent pour tout ce qui relève du plan, par exemple, le plan d'urgence hivernale. S'il y a 3 jours, il fait 0 degré, enfin moins de 0 degré, eh bien, c'est lui qui va le déclencher. Ça, c'est une initiative d'État. Et la ville de Paris, elle a une compétence qu'on va dire complémentaire. Et même notre arrondissement, lorsqu'on constate un grand froid, peut mettre à disposition de ces personnes à la rue. Nous avons ce qu'on appelle la maison communale qui est à côté de la station commerce, au square commerce. Eh bien, nous avons aussi une petite initiative de la mairie d'arrondissement. Donc ensuite, je vais vous parler de tout l'impressionnant tissu, ce beau tissu associatif pour les personnes à la rue. Eh bien, je vais essayer je vais essayer d'être vraiment complet dans cette présentation. Vous avez l'Ordre de Malte, vous avez des associations de type national. L'Ordre de Malte a son siège dans le 15e arrondissement. Il y a des maraudes de l'Ordre de Malte, alors qui se déplacent sur plusieurs arrondissements, qui font en partie le 15e, le 6e. Vous avez une autre association nationale connue qui s'appelle
Aurore, qui est d'une tradition très différente de l'Ordre de Malte. Nous avons aussi la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est présente avec ses maraudes, mais aussi avec son épicerie solidaire, qui est au quartier Saint-Lambert. Nous avons aussi des associations beaucoup plus locales. Nous avons aussi un tissu local. Nous avons les maraudes de paroisse. Ça, il faut insister sur ce volet. Nous avons des associations comme la Balade des Lucioles. Nous avons des distributions alimentaires comme le Relais Frémicourt, l'Union des institutions sociales du 15e, les maraudes d'Antigel. Donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Des initiatives parfois 100% 15e qui ont permis, par exemple, la mise en place d'une bagagerie. Voilà, on a été un peu un des arrondissements pionniers, mais le grand avantage du 15e, c'est qu'on a vraiment toutes les sensibilités dans l'aide aux personnes précaires, dans l'aide aux SDF. On a du local, du national, de l'inspiration confessionnelle et d'autres plus laïques, et c'est très bien. Tout ce monde vit très bien ensemble, et j'insiste, c'est vraiment quelque chose qui fait la beauté de cet arrondissement, malgré toutes les difficultés que nous pouvons connaître, parce que la situation des personnes précaires, et spécialement des personnes à la rue, est vraiment une situation très compliquée. Voilà, on peut toujours arriver avec beaucoup de bonne volonté, mais c'est aussi un travail de long terme, c'est un travail de terrain, c'est un travail, il faut passer son temps en partie au téléphone, il faut faire des signalements, il faut revenir à la charge, voilà. Et ce n'est pas des situations qui peuvent se régler d'un claquement de doigts. On aimerait bien, dans un monde idéal, que toutes les choses fussent rapides, que tout soit rapidement exécuté, réglé, mais malheureusement, je vous dirais qu'il faut vraiment prendre son mal en patience, et je vous dirais que c'est un problème qui est pérenne. Voilà, il ne faut pas se mentir, il faut vraiment beaucoup d'énergie, de bonne volonté, et de toute façon, je vous garantis que mon successeur aura autant de travail que j'en ai. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, ce ne sont pas des situations qui pourront se régler comme ça d'un coup de baguette magique. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec les personnes à la rue. J'insiste, il faut vraiment partir de ces personnes, de leur univers, essayer de comprendre comment ça se passe, pourquoi elles se sont retrouvées ainsi. Et ça aussi, c'est un vrai travail de patience. C'est pour ça, attention, peut-être il faut faire très attention aux fausses bonnes solutions. Moi, je vois bien, par exemple, les personnes à la rue, elles ont un équilibre. Elles ont créé leur écosystème, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer de préserver lorsque, par exemple, on arrive à les loger. Quelquefois, la personne à la rue peut accepter d'être hébergée. Parfois, c'est difficile, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai eu, même dans les personnes qui ont été hébergées au cours de l'été, on a découvert que certaines avaient réinstallé leur tente à domicile. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une espèce d'appel de la rue, et il faut essayer de trouver le traitement. Moi, ce qui m'a été dit plutôt par les associations, c'est de dire, on va essayer, peut-être l'idée qu'elles gardent un peu leur petit collectif, voilà, leur petit univers. C'est pas forcément de les héberger dans des grandes structures, mais voilà, c'est peut-être de réfléchir à la personne, de réfléchir aussi à tout son travail. Il y a tout un travail psychologique, voilà. Il y a aussi quelque chose qui se développe, la psychiatrie, parce qu'il y a forcément chez ces personnes peut-être des traumatismes, des souffrances, des choses qui n'ont pas été traitées. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de développer. Voilà, il faut vraiment partir aussi des personnes. Ça peut être difficile, ça peut être exigeant, mais c'est peut-être dans ce sens que l'on pourra avoir des solutions. Alors, qui prévenir, que faire ? Là aussi, vous vous dites, mais bon sang, que faire quand je vois cette situation ? Alors, il faut commencer par le commencement. Si vous avez un cas de personne, une simple personne à la rue, personne isolée, la situation vous préoccupe, eh bien, vous pouvez joindre le 115, c'est géré par le SAMU social. C'est ce qui est recommandé, voilà, c'est, si je puis dire, la procédure normale. Alors je le sais, ça peut être un peu long. Voilà, le 115, ça peut mettre du temps à répondre, mais il ne faut pas hésiter à le faire si vraiment il y a quelque chose qui vous préoccupe. Ensuite, si vous constatez une infraction qui serait plutôt de nature pénale, parce qu'attention, les personnes à la rue ont des droits, mais aussi des devoirs. Voilà, ce sont des citoyennes comme les autres, eh bien, vous pouvez appeler la police. Je m'en remets à mon collègue qui s'occupe de la sécurité. Si vraiment vous avez de l'agression, je ne sais pas, de l'exhibition, eh bien, ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, c'est pas se dire, mais ça ne va pas fonctionner, il faut toujours le signaler. Ensuite,
Si vous constatez des problèmes sur la voirie, quand je dis problème sur la voirie, ça peut être par exemple la personne à la rue qui va se mettre sur une piste cyclable, qui va se mettre sur une sortie de secours, ou qui va être à côté d'un établissement sensible de type EHPAD ou école, et bien là, vous avez la police municipale, parce que la police municipale est compétente en matière de voirie. Mais là aussi, c'est l'aspect, on va dire, l'aspect d'ordre public, et ça rejoint aussi les attributions de mon collègue. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, je crois que c'est le 3975, hein, vraiment, il faut faire ces numéros, il ne faut pas se décourager, parce que souvent, parfois on l'entend aussi pour les signalements, je ne sais pas, à la police, on dit mais à quoi bon? Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Alors ensuite, si vraiment il y a quelque chose de grave, la personne se met en danger pour elle-même, par exemple, il fait froid, la personne est quasiment déshabillée, évidemment, ça ne vous dispense pas de prévenir les pompiers au 18. Donc là aussi, il y a une gradation selon les situations. Mais il y a aussi quelque chose que moi j'ai découvert avec les personnes à la rue, c'est qu'en fait, elles ont quand même, malgré tout, une très bonne endurance physique. Voilà, pour moi, c'est vraiment le mystère. Elles arrivent à tenir dans des conditions difficiles, en bougeant beaucoup, parce que là aussi, on a peut-être l'idée reçue, c'est pas forcément une personne statique qui peut faire beaucoup de mouvements. Donc, par exemple, c'est pour cette raison que les associations vont leur donner des vêtements, des chaussettes. Enfin, par exemple, vous pouvez faire vos signalements à ma collègue ou à votre serviteur. Voilà, n'hésitez pas à passer par votre adjointe de quartier, Madame Ségolène Fouché. Voilà. Et enfin, alors, vous pouvez aider ces associations, mais il faut vraiment le faire en fonction de ses capacités, de la façon dont on se connaît. Parce que le travail auprès des personnes à la rue, il faut donner de son temps. Voilà, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la patience. C'est vraiment beaucoup de patience. Vous pouvez débuter en vous disant mais si je vais régler cette situation, et en fait vous verrez que peut-être une certaine routine s'installe, mais ça il ne faut pas se décourager. Voilà, c'est vraiment vous avez un beau panier, si je puis dire, un beau kaléidoscope d'associations qui sont vraiment très disponibles, qui nous ont rendu beaucoup de services, qui nous ont aidés. Voilà, et en tout cas, si vous avez peut-être, je ne sais pas, des questions, Merci. Je vais d'abord laisser les conseillers de quartier poser leurs questions s'il y en a, et sinon je laisserai la parole à la salle. Aucune? Ah si, monsieur? Oui, dans le micro, pardon. Est-ce que vous intégrez les personnes qui dorment dans leur véhicule? Alors, les personnes qui dormiraient dans leur véhicule, ce serait peut-être dans la précarité. Voilà, précarité. Alors ça, c'est un autre volet. C'est pas tant. Je n'ai pas eu beaucoup de saisines sur des personnes qui dormaient dans des véhicules. Voilà, pas beaucoup. Ça existe, mais en tout cas, c'est peut-être oui. Mais alors, la question aussi, c'est tout simplement, c'est que on est aussi dépendant du signalement. Il y a des cas où, soit parce que les personnes n'ont pas fait d'autres demandes, soit parce que les habitants ne nous l'ont pas signalé, ça peut arriver. Il y a par exemple des endroits du 15e où il y a des personnes à la rue, mais jusque-là, les seuls signalements que j'ai eus, ça a été le cas d'associations. Ça n'a pas été le cas des habitants eux-mêmes, parce que la personne n'était peut-être pas à côté d'une voirie, n'était pas visible par le public. Voilà, c'est... Alors, petite précision, on parle aussi donc de véhicules, de domicile. Il faut savoir que ce qui va rendre les choses un peu compliquées, c'est qu'une tente est considérée comme un domicile. C'est-à-dire que la police ne peut pas ouvrir une tente. Voilà, il y a des procédures qui font que cela est que c'est compliqué. Voilà. Madame au premier rang. Ah pardon, j'ai oublié une question ici. Déjà Emmanuel Ancel, allez-y. Bonsoir. C'est pas une question, c'est juste pour signaler que certaines paroisses proposent un hiver solidaire, donc du 6 décembre au 15 mars à peu près. Et nous, à Saint-Christophe-de-Javel, on va héberger 3 personnes et on se porte volontaire. Voilà, donc, Et c'est une très très belle initiative. Voilà, et je ne sais pas si toutes les paroisses de Paris le font, mais en tout cas, nous, à Saint-Christophe-de-Javel... Il y a un certain nombre, par exemple Saint-Jean-Baptiste de La Salle y participe.
Et c'est une démarche très efficace parce que moi, ça nous a permis de régler des situations. En fait, c'est un très bon sas pour ensuite intégrer une solution beaucoup plus durable. Alors je sais que je crois que la personne doit accepter de dîner, de se soumettre aux horaires. Voilà. Elles dorment sur place, elles doivent arriver à une certaine heure, partir à une certaine heure. Donc entre 8h30 et 19h30, en gros, elles sont dehors, malheureusement. Mais elles ont une douche sur place, il y a une cuisine et les bénévoles font le repas, etc. Et c'est une très belle initiative. Moi, je voulais juste en parler comme ça. Voilà. Et vous avez raison. Voilà. Merci. C'est quelque chose de très pratique. Et c'est ce type de démarche qui doivent être encouragées parce que c'est vraiment dans des petits lieux que les personnes aussi arrivent à se réinsérer, à se resocialiser. C'est vrai qu'on a du mal à se dire il fait froid et que font les personnes entre 8h30 et 19h30. Mais bon. Voilà. Merci. Madame au premier rang. Deux choses. Moi, je suis dans le quartier Boucicaut. Régulièrement, il y a une Roumaine qui revient à peu près, je dirais presque une fois par mois. Enfin, il y a un mois où on ne la voit plus. Elle revient après. Elle est assise sur une valise et elle attend de l'argent des passants. Bon, cette personne est depuis des années, d'ailleurs, là. Donc, elle est vraiment, elle a le visage bouffi, elle est pas, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, vous voyez. Et je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'elle est suivie ou pas, vous voyez, à ce niveau-là. Et une autre chose, quand les gens vont dans les centres d'hébergement, moi j'ai eu le cas d'une dame que j'ai rencontrée qui, paraît-il, a été agressée dans ce centre. C'était un centre mixte. Elle a eu des problèmes, même avec des personnes, paraît-il, de la sécurité dans ce centre. Mais je lui ai dit, vous adressez aux responsables de ce centre. Il y a un centre pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui refusent d'aller dans les centres de crainte d'être volés ou le fait même d'être agressés? Voilà, je vous pose la question. Alors, d'abord, il y a une chose qu'on découvre, c'est que les personnes n'ont pas forcément envie d'être approchées par les services ou par les maraudes. Par exemple, il y a quelques maraudes qui me racontent, quand on arrive pour voir cette personne sur laquelle on a émis des signalements, la personne refuse. Il y a la peur, peut-être, certaines personnes d'être internées. Voilà, même si c'est très difficile d'interner quelqu'un à l'hôpital, c'est vraiment très très compliqué. On a essayé de déclencher cette procédure pour des personnes qui étaient vraiment dans des situations plutôt sensibles, parce que les personnes avaient effectivement s'habiller de façon un peu plus légère, notamment pour le froid. Mais encore une fois, là aussi, c'est très... déjà, on a ce blocage quand la personne ne veut pas être approchée, ne veut pas entrer. Il y a des personnes qui ne veulent pas ou qui parlent très peu aux maraudes, qui vont dire certains éléments, qui ont, si je puis dire, leurs éléments de langage, qui vont dire quelque chose et qui ne vont pas vous dire plus sur elles. Ça fait qu'on n'a pas beaucoup de renseignements. Et voilà, on a ça. Ensuite, sur la situation de maltraitance dans les centres d'hébergement, de vol, j'ai envie de dire, ça reste un monde d'êtres humains. Donc oui, il peut y avoir des vols. Vous savez pertinemment que les gens comme ça sans domicile peuvent se voler entre eux. Se voler ou être agressé, être volé, même être victime. Voilà. Il y a parfois même des sans-abri qui ont tué d'autres sans-abri. Ça existe. On a eu des agressions, voilà, Voilà. Oui, c'est ça qui est triste. Oui. Merci. Monsieur, premier rang. Trois questions rapidement, si vous permettez. Le centre d'accueil des rues de la Pramibert, ouvert il y a une douzaine d'années, est-il réservé au seul 15e arrondissement? Deuxième question, est-ce que la RATP, en période de grand... Votre micro, monsieur. Pouvez-vous rapprocher votre micro? Alors. Alors sur les animaux, je crois qu'elles peuvent venir avec leurs chiens. C'est ce qui s'est développé récemment. Il y a eu un effort parce que c'est leur seul compagnon.
Ensuite, sur la RATP, alors, il faut savoir qu'une chose, c'est que le territoire des stations de métro, c'est pas un territoire arrondissement. Ça, dès que la personne est dans le métro, ça relève du recueil social de la RATP. Mais la RATP, chaque année, met à disposition, ouvre ses stations de métro. Je ne sais pas ce qu'il en est. Pour l'instant, j'ai pas eu d'informations à ce sujet. Je sais juste que la ville de Paris a déclenché son plan grand froid. Voilà, puisque il y a un centre qui a été ouvert dans le 18e arrondissement. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que la RATP fait. Généralement, quand on a du froid, oui, elle ouvre ses stations. Il y a quelques stations, mais je crois que c'est pas dans le 15e qui sont ouvertes, ou même des stations condamnées qui sont plus affectées à la circulation, au transport, mais qui peuvent accueillir des personnes à la rue. Ça, il y a la RATP le fait, voilà. Et sur la Croix-Nivert, j'ai pas de renseignements, je me souviens pas avoir entendu, à moins que quelque chose m'ait échappé sur ce que vous signalez. Voilà. Merci. D'autres questions dans la salle? Aucune. Donc on va passer au sujet suivant. L'état des lieux. Merci Henri. L'état des lieux du parc Citroën. Et pour ça, on accueille Laurent Racapé, qui est adjoint au maire, chargé de la végétalisation de l'espace public notamment. Je vous laisse la parole. Je vous demande juste un petit instant, le temps de remettre... Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci au conseiller de quartier, à la présidente de m'avoir invité et félicitations à votre nouvelle adjointe de quartier, Ségolène Fouché. En ce qui concerne le parc Citroën, très rapidement, j'y reviendrai s'il y a des questions, c'est un parc qui a été créé en 92. Les travaux ont été de 86 à 92. C'est un très beau parc. Néanmoins, il était vieillissant. Un certain nombre de travaux ont été faits. Il en reste, le Grand Canal est certainement le symbole de ces dernières années. En tout cas, il reste évidemment sur un parc comme celui-ci un certain nombre de travaux et certaines matières s'habillement. Il y a régulièrement, j'y reviendrai, mais des travaux d'entretien à faire. Je vous propose de commencer par l'état du dallage. Donc je vais parler à la fois de ce qui a été fait ces dernières années, parce que c'est important, mais aussi de ce qui va avoir lieu dans les prochains mois. Donc le dallage nécessite des travaux réguliers et un entretien régulier. Je pense que pour les riverains, vous l'avez constaté. Est-ce qu'on voit bien la photo? Donc sur l'allée nord, à côté de la pelouse centrale, il y a 500 mètres carrés de dalles en granit qui ont été posées en 2021. Alors comme vous le voyez, je reviendrai sur le diapositive suivant. La totalité n'a pas été réalisée dès 2021. Et donc des dalles en granit qui ont remplacé les dalles d'origine qui étaient en béton. Et avec une réfection de la margelle qui délimite la lisière. Donc on est... Je suis allé un peu vite. Bon. Voilà. Décidément. Il reste néanmoins une petite partie, un petit peu moins d'un quart de cette allée, qui va... En fait, lors d'une prochaine maintenance du ballon, il reste 150 mètres carrés, travaux prévus, installation prévue en 2025. Plutôt a priori sur la première partie de 2025. Donc vous voyez, c'est ici la partie qui est en jaune sur la carte. Je ne sais pas si depuis la salle, on voit bien les parties... Très bien. Nous, on voit rien. Ah oui, effectivement, l'écran est un peu... Merci Ségolène. Encore un peu plus. Très bien, bravo. Merci. Non, parce qu'on verra pas tout. Alors, si moi je vois, enfin, je connais tout. Non, c'est pas mal, c'est pas mal.
Mais non, c'était mieux avant pour un côté, les deux côtés. Les personnes qui étaient en face de moi ne voyaient pas le diapo. Donc voilà, donc je vous disais, il reste la partie qui est qui bouge. La partie qui est matérialisée en jaune, en fait, qui est après le ballon, la partie la plus proche de la scène. Voilà, et la partie en rouge, voilà, et la partie qui la plus grande partie, un petit peu plus des 3/4. La partie rouge, donc je reprends pour les personnes qui sont en face de moi et qui ne voyaient pas, a été réalisée en 2021. Vous voyez, ça nécessite quand même, on a l'impression c'est à chaque fois des allées de quelques mètres, mais finalement on se rend compte qu'on arrive tout de suite dans des superficies, 500 mètres carrés, 150 mètres carrés. On ne s'en rend pas compte quand on se promène, mais les mètres mis bout à bout forment un grand espace. Voilà, donc la partie jaune. Voilà. En ce qui concerne le dallage, sur les allées basses, en fait, celles qui sont parallèles à la Seine. Début 2022, 600 mètres carrés. Donc là aussi, on est dans des superficies impressionnantes. 600 mètres carrés de dalles en granit ont été posées sur les deux allées basses en remplacement des dalles en béton qui étaient d'origine et qui étaient vieillissantes. Vous avez notamment ici quelques photos, parce qu'on a une vue aérienne, mais les photos aident à voir, et je pense que ça a été plutôt bien fait. En ce qui concerne la rampe sud côté Seine, donc en fait qui est entre la Seine, je dirais, et l'extrémité ouest du Grand Canal, les dalles de la rampe ont été déposées avant le chantier de rénovation du Grand Canal. Pourquoi avant ? Parce que tout simplement, il allait y avoir des engins et il fallait des matières qui supportent les engins pour la réfection du Grand Canal qui a été donc inaugurée cet été. Alors, cette réfection, ces nouvelles dalles ont été utiles pour la rénovation du Grand Canal, mais elles le seront également pour sa maintenance. Évidemment, un canal comme celui-ci mérite en permanence une certaine attention et des petits travaux réguliers ici ou là. Voilà. Et donc vous avez des photos. Alors côté gauche, en août 2023, et en ce moment, donc novembre, on est début décembre, mais vous avez la partie sur la droite avec les nouvelles dalles. Tout n'est pas terminé, on y reviendra après. En ce qui concerne le dallage, alors il y a une grande partie sur le dallage parce que je crois qu'en plus c'était essentiellement les questions qui avaient été posées lors de la réunion préparatoire. Donc, au niveau du péristyle, l'intégralité des dalles abîmées ont été reposées. Là, on est sur une superficie de 660 mètres carrés. C'est donc la partie rouge sur la carte. Donc, vous avez une vue aérienne du parc. Et je suis allé encore une fois trop vite. Je vous prie de m'excuser. Et de part et d'autre, les parements de part et d'autre de la fontaine ont été remis en place. Vous avez ici des photos. Alors il y a au niveau des fontaines, au niveau du dallage. Le Grand Canal en lui-même, donc dans le Grand Canal, ça a été 200 mètres carrés de dalles en béton existantes qui ont ont été déposées et reposées sur un nouveau lit de pose en mortier. Donc ça c'est du technique, hein, le repos sur un lit en mortier, c'est une manière de travailler. Et 224 mètres carrés de dalles en béton existantes cassées ont été déposées et remplacées par des dalles similaires récupérées lors des précédents chantiers de remplacement. Donc voilà, toujours sur un lit en mortier. Voilà, donc là vous avez ce dont je vous parlais à proximité du Grand Canal, les photos et pendant les travaux et après. Vous avez vu là
Pardon. Il y a des dalles cassées. Pourquoi ils ne réparent pas quand ils réparent déjà le Grand Canal? Alors, il y a des dalles qui sont cassées après, en fait, quand tout est calculé. Donc voilà, donc elles le seront, mais c'est ce que je disais à Ségolène, quand on a un petit peu préparé cette réunion. Éventuellement, même si on va régulièrement dans le parc, vous y allez en tant que riverain peut-être plus souvent que nous, et je vous propose, avec l'accord de Ségolène et de la présidente de quartier bien évidemment, de faire une marche exploratoire. Vous pouvez, et de votre côté, en vous promenant, relever. Moi, je relève régulièrement des endroits où il y a des dalles cassées, mais n'hésitez pas à les relever, et alors, en essayant de nous mettre au maximum à un emplacement précis, et puis on pourra éventuellement voir pour une marche exploratoire tous ensemble. N'hésitez pas à prendre le micro, qu'on vous entende. Vous préférez peut-être les questions à la fin? Sur le mur des serres, il y a aussi des dalles manquantes. Hein. C'est pas très joli. Hein. C'est la grande serre à gauche. Elle manque beaucoup de dalles. Hein. On va voir les questions après, peut-être, oui. Et puis on prendra les questions après. En ce qui concerne justement l'entretien constant, je disais, il y a des grands travaux et il y a de l'entretien constant, parce que certaines dalles, des fois, sont refaites, puis sont cassées par la suite. Il y a des entretiens de dallage. Donc là, vous avez en rouge, donc ce qui est écrit en rouge sur la diapositive et ce qui est caractérisé sur la carte, le point rouge. Il y a une reprise de 20 mètres carrés de dalles qui était soulevée par les racines. On est à proximité d'arbres, donc par les racines des arbres. Partie bleue, vous voyez, il y a eu des reprises donc, aux deux extrémités de la pelouse centrale, reprises ponctuelles des margelles délimitant la lisière. Je ne sais pas si de loin on les voit bien. Là, c'est différentes opérations d'entretien un petit peu éparses au niveau du parc. En ce qui concerne le dallage, toujours dans la partie entretien, vous avez donc reprise de 700 mètres carrés de dalles sur les allées basses du jardin noir. Vous avez la partie donc avant, on voit bien qu'il y avait des dalles qui se soulevaient pour différentes raisons. Ça peut être ici ou là du fait des racines, ça peut être lié aussi au sol, au sous-sol. Et vous avez sur l'image à l'extrême droite, vous avez une photo du travail réalisé. Après une journée de pluie, donc il y a un petit peu de terre. En ce qui concerne les allées en sable de Vignat, donc elles sont caractérisées pareil, elles sont caractérisées par du rouge. Donc c'est du sable qui vient de Normandie. Il y a des Normands dans la salle. 2700 mètres carrés d'allées. En fait, dans ce sable, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de chose. C'est 100% perméable et remodelable. Donc l'avantage d'être remodelable, c'est que ça peut être retravaillé si nécessaire. Et perméable, ce qui permet d'être bénéfique lorsqu'il y a des averses et lorsqu'il y a de la pluie. Il faut savoir qu'il y a une grosse circulation. Alors pourquoi ces allées étaient particulièrement abîmées ? Il y a une grosse circulation d'engins sur ces allées pour l'entretien du parc et donc de nombreux nids de poules qui nous avaient été signalés, que vous avez tous pu voir ou en vous promenant ou en faisant votre jogging. Voilà. Pour résumer, ces allées, l'entretien de ces allées est à prévoir en moyenne en fonction, effectivement, s'il y a eu des chantiers, en fonction aussi des intempéries, sur une moyenne de tous les 5 à 6 ans. Voilà. Vous avez donc des photos, donc avant, après. Enfin, là, plus exactement, c'est après et avant. Et donc il y a eu un entretien là qui a été fait en octobre-novembre. Nous verrons après s'il vous convient. L'état des bancs. Donc c'est l'état des bancs et la rénovation est faite par les équipes internes. Il y a une demande en cours pour changer les barrettes de bancs pour le jardin noir qui s'abîme. Donc la demande est en cours. Je n'ai pas de date pour le moment à vous donner. J'espère au plus vite et comptez sur nous pour relancer les services concernés. En tout cas, la demande est faite et elle ne devrait pas tarder, mais je ne veux pas trop m'avancer sur des dates. Voilà, et de même, une demande a été faite pour les tables de pique-nique au sol qui s'abîmaient.
La taille des végétaux. Souvent, il y a des questions sur les végétaux du parc Citroën. Donc, comme je le disais, le parc Citroën a été créé en 92. Il faut savoir que les jardiniers du parc doivent respecter scrupuleusement le cahier des charges initial des concepteurs et des architectes. C'est pas, alors, sur un autre point, c'est pas uniquement ce qui a engendré l'assèchement du Grand Canal et des travaux qui ont mis très longtemps à être mis en place. Ce n'est pas la seule raison, mais il faut respecter un cahier des charges bien précis. Et notamment sur la taille des magnolias. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc des fois, certaines personnes aimeraient qu'ils soient plus taillés, d'autres moins taillés. On est obligé de suivre ce qui avait été dessiné à la base par les architectes et les concepteurs. Voilà. Il faut que ça reste en adéquation avec la lecture initiale du projet. Pour terminer, un petit point sur ce qui a été fait, parce que c'est à chaque fois beaucoup d'argent, donc je pense que c'est intéressant de revenir sur ce qui a été fait, et puis vous me poserez vos questions éventuellement après si vous avez des remarques, des choses à améliorer. Mais ce qui a été fait ces dernières années dans le parc Citroën, sur les 4 dernières années, donc il y a eu la rénovation des 6 fontaines sérielles en 2021. Vous avez également la création d'une forêt Miyake, désolé, j'ai toujours un petit peu de mal à le dire, qui est un nouveau concept, qui est à côté de la préfecture. Vous avez eu une rénovation des 4 fontaines à boire autour de la grande pelouse. Et puis surtout, évidemment, je le disais, le Grand Canal qui a été, en même temps que le parc, inauguré en 92 et qui, après seulement une dizaine d'années, il n'a pas dû dépasser beaucoup les 10 ans, s'est retrouvé à sec. Voilà, donc il a été inauguré cet été dans la quasi-totalité. Après ça, il y a eu encore des plantes qui ont été plantées, mais le gros a été terminé juste avant les Jeux Olympiques. À propos de Jeux Olympiques, je pense qu'on peut saluer le travail des jardiniers. J'insiste toujours là-dessus lorsque je parle des parcs et jardins. Ce sont véritablement des passionnés. N'hésitez pas à leur demander, ils sont preneurs, ils aiment donner des conseils. N'hésitez pas à leur demander des conseils pour vos plantes à vous, des suggestions. Ils ne peuvent pas faire forcément là aussi un cahier des charges, mais n'hésitez pas à leur poser des questions sur le parc. Je pense qu'on a vraiment des équipes très motivées, mais pas que sur le parc Citroën, hein, dans tout. On a de la chance dans les parcs et jardins, on a vraiment des professionnels et des passionnés de leur métier. Et vous voyez par exemple des décorations qu'ils ont pu effectuer, alors, notamment dans le cadre... La 2 chevaux, évidemment dans le parc Citroën, ça s'y prête, sont des décorations évidemment temporaires. Il y a eu une mini tour Eiffel, donc on a eu une deuxième tour Eiffel à Paris, plus petite que la première, et avec les anneaux olympiques, donc là c'est sur la partie gauche, cette décoration a été réalisée dans le cadre des Jeux Olympiques. Vous avez des brumisateurs qui ont été mis en place. Alors, il y en avait eu des temporaires par le passé. Là, c'est du plus solide. Voilà, c'est un lieu de fraîcheur. Mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite des escaliers. Tout n'est pas parfait, il y a encore des choses. Alors je sais qu'une personne, je crois que c'est vous, madame, en bout de table, je ne vois pas votre nom, mais j'ai reconnu le prénom, Valérie Levieux. Voilà, vous avez signalé à ma collègue Ségolène un problème pour rentrer dans le parc du côté hôpital Pompidou, avec le sol qui était surélevé de presque 10 cm. Vérification faite, ce n'est pas lié à une mobilité du sol, c'est là depuis quelques années. Le pourquoi du comment, nous ne l'avons pas encore. En tout cas, nous regardons ce qui est possible de faire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain quand il faut modifier le bitume. Néanmoins, pour les joggeurs qui peuvent venir et qu'ils ne trébuchent pas, on est en train de regarder pour mettre une peinture au sol, déjà pour que ça ressorte. Et puis après ça, pour les personnes à mobilité réduite, on va regarder ce qu'on peut faire. Le but étant que les personnes, surtout face à un hôpital, il y a des personnes à mobilité réduite
partout, mais tout le monde peut comprendre que face à un hôpital, il y en a potentiellement davantage. Voilà, donc le dossier est en cours, mais j'avais reconnu le prénom, mais j'avais pas vu votre nom de famille. Voilà un petit peu pour la présentation. Je pense qu'on a un vrai joyau, l'un des plus beaux parcs de Paris, qui correspond à l'architecture des années 90. Petite particularité, le Grand Canal qui a été donc refait ne correspond pas totalement à ce qui était à l'origine, pour ceux qui s'en rappellent et qui l'ont connu dans les années 90, où c'était uniquement un parterre d'eau qui reliait, et c'était une volonté des architectes, qui reliait ce qui symbolisait la ville avec les serres et qui reliait jusqu'à la Seine qui symbolisait la nature. Là, il a été modifié et nous avons intégré des particularités spécifiques à notre époque, donc plus de biodiversité, des passerelles pour observer cette biodiversité. Et je pense que le travail est plutôt réussi. Voilà. Merci Laurent. On va prendre les questions dans le conseil de quartier déjà, puis les questions de la salle. Allez-y. Pour les fontaines qui sont de côté gauche du parc, oui. Avant, elles Alors, partaient, côté gauche, oui, d'accord. Avant, elles partaient du haut des passerelles. Et elles descendaient, l'eau coulait jusqu'en bas. Pourquoi maintenant ils ont fait couler l'eau seulement à 1,50 m de hauteur? Et ils ont oublié tout le chemin jusqu'à là-haut. Surtout avec les étés très chauds, les gens s'asseyaient sur le bord, ils mettaient les pieds dans l'eau et ça a été très agréable. Et la fontaine commençait de la serre jusqu'en bas. Oui, tout à fait. Oui. Ce que je vous propose, vous me donnerez votre mail à la fin. Je vais effectivement me renseigner pourquoi. Alors, il y a peut-être des contraintes techniques, des contraintes, c'est souvent ou des contraintes techniques ou des contraintes budgétaires. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais il y a de grandes chances. Voilà, sachant que ça a été réalisé en 2 temps. 4 ans ou 5 ans juste de réparer les pompes parce que pendant un hiver, au lieu de les fermer, ils l'ont laissé casser. Et du coup, je ne comprends pas, ils ont remplacé les pompes, mais maintenant, les pompes, elles pompent que l'eau qui circule seulement en bas. Je vais me renseigner sur le pourquoi du comment. C'est souvent des raisons ou budgétaires ou des raisons techniques. Je n'ai pas spécifiquement, sachant que la décision a été prise avant que j'ai cette délégation. Donc voilà, mais je vais me renseigner. Pas de problème, vous me donnerez votre mail avant la fin de la réunion. Merci. Excusez-moi, il faut peut-être la communication. Le micro. Oui, d'ailleurs, oui, je disais voilà. Que le mail, je répondrai à madame, bien sûr, mais à l'ensemble. Je répondrai à madame, mais tous les résidents, éventuellement à Ségolène et à la présidente la réponse. Je vais me le noter de suite. Et comme je n'ai pas vos adresses mail, elles pourront vous communiquer la réponse. Voilà. Mais effectivement, c'est une bonne question. Pardon, j'ai juste une toute petite question. J'ai pas bien. Vous disiez que effectivement, ce qu'avait évoqué, il y avait 2 sujets dans ce qu'avait évoqué Valérie. Il y avait notamment aussi, et vous en avez parlé, un certain nombre de dalles qui sont cassées, etc., disjointes, voilà. Et du coup, quand ça c'est noté par un certain nombre d'entre nous, auprès de qui en fait il faut faire remonter cette information? Vous l'avez peut-être dit, pas bien compris. Alors, il y a plusieurs possibilités. Là aussi, vous pouvez ou me contacter ou vous rapprocher de Ségolène. Si c'est à l'intérieur du parc. Oui, à l'intérieur du parc, c'était bien ça. Mais de toute façon, ce que je disais au début de la présentation, je vous propose, alors là, les fêtes vont rapidement arriver, mais en fonction de vos agendas, peut-être en janvier, faire une marche exploratoire dans le quartier de manière à relever tout ce qui... Alors souvent les marches exploratoires c'est plutôt ce qui ne va pas ou les petits dysfonctionnements plutôt que ce qui marche. Oui. Mais voilà, éventuellement faire ça. Moi je suis assez partisan, je pense qu'il y a rien de tel et des fois avoir l'œil de 5, 6 ou 10 personnes, il n'y a pas besoin d'être 300 au contraire, mais avoir l'œil de quelques personnes. Et puis si vous en vous promenant vous voyez, vous n'hésitez pas à nous contacter ou Ségolène ou moi. Très bien, merci Sachant beaucoup. Que, juste pour vous préciser,
toutes les photos que vous m'envoyez, puisque avant le conseil de quartier, il y a une réunion préparatoire au conseil de quartier, et certains d'entre vous m'ont transmis des photos avec des dalles cassées, des problématiques. Ça a été remonté. Et donc, ça va être traité. Simplement, ils ne peuvent pas changer une dalle par une dalle de façon spontanée. Donc, en fait, ils font des opérations pour, on l'a vu tout à l'heure, sur une partie du parc où il y avait vraiment des dalles. C'était dangereux parce que, justement, elles s'étaient surélevées. Ça a été changé en totalité pour permettre plus de sécurité. C'est ce que je disais, il y a les grands travaux quand des fois il y a des vrais espaces où c'est sur plusieurs mètres, et puis des fois il y a une dalle et c'est plus compliqué. Alors quand il y a un vrai danger immédiat, le but est de sécuriser, mais on ne peut pas changer une dalle dès le lendemain. Mais quand il y a un vrai danger, en tout cas, on sécurise, évidemment. Merci. D'autres questions parmi les conseillers? Oui, merci pour la présentation. Il n'y a pas d'eau dans les bassins à l'entrée du parc depuis longtemps. Quelle est la raison? Il y a, je crois, un problème de sol et d'étanchéité. Je vais quand même reposer la question. Oui, il y a une partie où il n'y en a pas, effectivement. Donc je vais reposer la question. Merci. Monsieur au premier rang en bleu. Est-ce qu'à l'avenir, en 2025, pour la buvette du parc, au THEGP, un appel d'offres a été lancé pour un nouveau concessionnaire? Tout à fait. Il y a eu une réponse. Et effectivement, la buvette sera pérennisée. Rien n'est décidé? Si, tout à fait. Elle sera pérennisée. Comment? Oui, elle est ouverte et elle sera pérennisée. C'est pas du temporaire. Avec le même géant? Il y a eu un changement là. Voilà. Le nom de la dame m'échappe là sur le moment, mais elle est très bien. Elle a été rencontrée. Monsieur au premier rang. Oui, bonsoir, en particulier bonsoir Laurent. Merci pour la présentation. Moi, je reviens sur le Grand Canal. Effectivement, on a attendu 20 ans. Hein. Oui, c'est à peu près le timing. Voilà, et moi je dis que le résultat est parfait. Hein, donc bravo à toutes les équipes qui s'en sont occupées, parce que vraiment c'est très bien. Une toute petite suggestion, c'est que les 4 bassins qui sont partiellement végétalisés, avant d'aller à la partie où il y a les 3 grands jets d'eau, Oui. les 4 premiers bassins, ils ont une buse qui permet d'avoir, a priori, un jet d'eau. Oui. C'est un petit peu dommage qu'on n'en profite pas. Noté. Merci. À juste titre. D'autres questions dans la salle? Oui, madame. Bonjour. Je suis très contente aussi de la réalisation du Grand Canal. Et je me demandais si on pouvait mettre des grenouilles ou des têtards ou des petits poissons, enfin, pour animer le parc. Ça ferait venir évidemment les mouettes qui s'engobergeraient, mais je ne sais pas si on peut mettre un peu d'animaux. Il y a les canards, mais les canards ne mangent pas les poissons, donc ça pourrait... c'est vrai que la réalisation est très jolie, donc quand les végétaux vont prendre de plus en plus d'ampleur, ça va être joli. Et j'ai l'impression que les gens, dans l'ensemble, sont assez contents. Et donc, c'était juste pour mettre un peu de touche animalière. Bon, je ne sais pas si c'est possible. Je vais me renseigner avec les services. Le but, c'était effectivement de favoriser la biodiversité au sens large. Donc sur le fond, pourquoi pas. Après ça, il faut voir d'un point de vue technique, est-ce que les grenouilles peuvent nuire à d'autres biodiversités? Enfin, il y a plusieurs... puis ça fait aussi potentiellement... un peu de bruit quand on s'y promène. Sur le principe, je ne suis pas contre. Après ça, il y a la faisabilité à voir. Merci. Mais dans tous ces espaces de biodiversité, on a aussi des espèces qui reviennent. Et typiquement sur le parc, alors il n'est pas dans le quartier, mais on a une réussite dans le parc Brassens qui n'est pas à côté. On a favorisé en le refaisant la biodiversité et on a régulièrement des hérons cendrés dont l'espèce est en voie d'extinction qui viennent dans le parc. Donc par la suite, il n'est pas impossible qu'on ait, là c'est encore récent, mais qu'on ait des oiseaux qui viennent. Donc je pense que ce sera
et puis des animaux vont venir. Voilà. Merci. Madame, au fond. Il faut parler proche du micro. Alors, je vous entends, mais je crois que le micro ne fonctionne pas. Donc, du coup, ça ne sera pas enregistré. Alors, ils ont été moins souvent observés dans Citroën que dans Brassens. Mais il y en a. C'est-à-dire l'horaire à laquelle... Est-ce que vous pouvez reprendre la question vu que le micro fonctionne pour l'enregistrement? Je voudrais poser une question à propos des horaires. Bon, j'observe depuis fort longtemps, je ne suis pas la seule, un énorme décalage entre les horaires affichés et les horaires qui existent. Ça va quelquefois jusqu'à 3/4 d'heure, voire 1 heure. Donc j'ai souvent posé la question aux gardiens. Bon, c'est pas eux qui... Je dis, pourquoi à ce moment-là, si ça ferme à 5h15, bon, je veux bien, mais écrivez-le et ne fermez pas à 16h30. Vous voyez, il y a bien 3/4 d'heure à chaque fois. Alors, vous avez remarqué ça aussi. Et je ne suis pas la seule. Et tout, alors, il y a un tout petit square, je ne sais pas s'il fait partie du parc Citroën, un tout petit square, tout petit. Il y a 3 malheureuses grilles, parce qu'il y en a un qui m'a dit, oui, mais il faut qu'on fasse tout le trajet, etc. et tout. Mais le petit square, il y a 3 portes. Il ferme à 17h et l'horaire normal, c'est 18h. Enfin, on ne va pas chipoter là-dessus, mais il y a souvent... Oui, je confirme, entre 17h45 et 18h selon les parcs et jardins dans le quartier. Mais moi, je vais voir, je dis, venez voir, c'est écrit, et regardez quelle heure il est. Alors, pourquoi ce décalage? Ou alors, inscrivez l'heure réelle à laquelle vous fermez. Combien j'ai vu de parents qui arrivaient, qui voulaient traverser le parc avec les enfants. Il faisait beau, et il y avait encore 3/4 d'heure. Ils avaient pris leur enfant. Ils voulaient faire une petite balade avant de rentrer. C'était supprimé. Mais c'est au moins le décalage. Les horaires, moi, c'est pas moi qui les fais. Il y a certainement des raisons, et de bonnes raisons. Mais que ce soit cohérent. Oui, tout à fait. Alors... Pour effectivement, ça m'est signalé, donc je resensibiliserai de manière à ce que respecter un peu plus les horaires. En ce qui concerne les horaires, évidemment, ça vous aura pas échappé, c'est assez logique. Il y a une différence entre les horaires d'été et les horaires d'hiver, ça voilà. En ce qui concerne la fermeture et l'ouverture, comme dans plusieurs secteurs, nous manquons d'agents. Donc, ils doivent, le temps de pouvoir tout fermer, la dernière grille doit être fermée à l'heure qui est indiquée. Donc, je suis bien d'accord avec vous, commencer 1 heure avant, ça me semble aberrant. Néanmoins, effectivement, on peut entendre qu'il y ait un délai, le temps d'évacuer toutes les personnes du parc, surtout sur un parc aussi grand. Mais ça se rencontre sur tous les parcs et jardins de manière générale du 15e, parce que souvent, ils ont plusieurs tournées et le dernier parc, dernière grille doit être fermé à l'heure indiquée. Mais néanmoins, je ne savais pas que sur ce parc en particulier, c'est commencé 1 heure avant. N'hésitez pas là aussi, on est là à nous signaler. J'ai autre chose également à Allez-y. poser. On remarque fréquemment des personnes qui tiennent en laisse leurs chiens. Bon, ces personnes sont souvent de bonne foi. Hein. Ils se disent, ah oui, mais on pensait que c'était interdit aux chiens qui n'étaient pas tenus en laisse. Or, même un chien tenu en laisse, c'est interdit. Alors, est-ce que l'on pourrait, puisqu'il y a des affiches, effectivement, mais c'est quand même très petit, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir la signalétique? Tout à fait. Je le note. Parce qu'à chaque fois que je leur dis gentiment, je leur dis, vous savez, ainsi les gardiens, vous risquez d'être pénalisés, etc. Hein. Alors, les vélos, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Oui, sur les vélos. Donc, est-ce que on pourrait chien, vélo, mais quelque chose de plus grand, parce que on peut revoir. Je suis allée voir, c'est très petit. Hein, les personnes qui connaissent pas. Et notamment pas, le jour se couche en hiver un peu plus tôt. Donc oui, on peut.
C'est fréquent, hein, je pense, hein, des chiens tenus en laisse. Hein. Oui, non, mais on peut effectivement, on peut revoir la signalétique, ça sans problème. Oui, pas de problème. Et en profiter, les s'il vous vélos, plaît, on vient de le pour dire. les chiens Alors, guides. attendez, parce qu'il y a j'entends qu'il y a 2-3 personnes qui parlent en même temps. Ce que dit Madame, en profiter pour indiquer que les chiens guides d'aveugles sont autorisés. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'on a régulièrement des problèmes justement dans le parc de cette nature. Évidemment, voilà. évidemment. Et les élèves chiens guides d'aveugles. Oui, tout à fait. C'est important. Voilà, je me suis Oui, évidemment, plus grand. C'est noté, je verrai ce qui est possible de faire. Une autre question dans la salle? Monsieur Ah pardon, là-bas. S'il vous plaît. Oui, vous nous dites que si on voit des problèmes, on peut vous le signaler. Mais est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées? Oui, je vous les donnerai. Alors, il y a de manière générale sur le site de la mairie, parce que vous avez peut-être d'autres sujets que le parc Citroën. Quand il y a un problème dans votre quartier, il y a sur le site de la mairie du 15e, il y a une rubrique pour envoyer un message, et après ça, c'est dispatché vers l'adjoint compétent. Donc quand c'est un problème de sécurité, c'est vers Anthony. Quand ça concerne mon collègue Henri, c'est Henri. Ou voilà. Et sinon, oui, c'est les adresses mail, c'est très simple. C'est le prénom de l'élu, le nom de famille, @paris.fr. Voilà. Et alors, quel est votre nom? Laurent.racape, RACAPE, @paris, voilà. C'est peut-être un petit peu loin. Bon. Et Oui. Ségolène, et votre adjointe de quartier, ségolène.fouche@paris.fr. Bon, merci. Voilà. Une question ici, monsieur. Oui, je voudrais vous parler du parc canin. Vous avez créé ce parc et vous l'avez créé à 12 mètres des fenêtres de l'immeuble 3930 rue Montagne de l'Espérou. Parallèlement à ce parc, il y a une charte qui est très bien faite, mais qui n'est absolument pas appliquée. Ça veut dire que les possesseurs de chiens sont priés d'emmener leurs chiens quand ils crient. Et ils n'ont pas le droit non plus de déposer, ils n'ont pas le droit non plus d'utiliser des jouets pour exciter leurs chiens. C'est une chose qui est perpétuelle. Donc, je voudrais savoir s'il y a un moyen de faire respecter cette charte. Alors, le sujet nous a été remonté par des habitants, par mail, justement, parce qu'ils avaient la chance d'avoir nos mails. Et donc, le sujet va être traité. Il y a une réunion qui va être mise en place en janvier 2025, dans un mois, sur le sujet, avec le cabinet de la maire de Paris, le cabinet du maire de l'arrondissement, le maire de l'arrondissement. Et donc, le sujet sera traité à ce moment-là. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de me transmettre, que je vous transmette à la fin de la réunion ma carte, et puis vous pourrez envoyer un mail pour être associé à ces réflexions. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui. C'était plus sur Citroën, mais si vous avez une question sur un autre square après. On va finir sur le parc, et puis je laisserai après les questions plus ouvertes. Alors, sur le parc André Citroën, il y a un aire de jeu à côté de la buvette. Cette aire de jeu, il y avait beaucoup plus de jouets avant, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais maintenant, il y a très peu, ou pratiquement le 2 ressorts là. C'est tout. Alors, ça c'est... Oui, il y avait le balançoire avant, et pour la même chose, il y a le parc rue Cauchy. Alors là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun aire de jeu là-bas. On a enlevé tout. Et effectivement, alors il y a au Square Cocteau, mais qui est un petit peu plus loin, il y a une aire de jeu. En ce qui concerne, il y a eu des raisons de sécurité, et puis il y a eu effectivement des attroupements les aires de jeu étaient à un moment utilisées par des personnes qui n'étaient pas des enfants pour s'y poser, mais ça m'a été remonté, donc là aussi on va regarder, ça m'a déjà été remonté ces derniers mois, donc on va regarder ce qu'il est possible de faire. Oui, et puis au Square Jean Cocteau, en attendant, il y a des jeux, mais effectivement ça m'a été remonté.
Certaines personnes trouvent ça très bien qu'il y ait un petit peu moins de jeux, d'autres trouvent ça moins bien. Donc le but, ça va être de trouver, là aussi, essayer de contenter un maximum de personnes et trouver un juste milieu. Mais effectivement, ça m'a été remonté et on regardera ce qui est possible de faire. Une autre chose, c'est que les heures de jeu ne sont pas du tout sous l'ombre. Et il faut quand même qu'il y ait pour la petite enfance, que ça soit quand même sous l'ombre. Et il y a un seul parc où il y a de l'ombre, en face du ministère des Affaires étrangères. C'est tout. Vous souhaiteriez plus d'ombre. Alors là aussi, il faut regarder ce qui est faisable d'un point de vue technique. Dans d'autres quartiers, ils mettent des toiles. Alors on a mis des brumisateurs dans le parc, mais j'entends pour vous, les jeux sont passés à l'ombre. Après, il y a aussi une réalité, c'est que c'est souvent compliqué de mettre des arbres au-dessus des aires de jeu, tout simplement pour des raisons de sécurité. Même si vous l'avez constaté, les parcs et jardins sont fermés lorsque les vents sont violents et qu'il y a des tempêtes, que les arbres sont régulièrement observés et que il y a différentes mesures de sécurité et de prévention. Mais des branches au-dessus des aires de jeu, vous comprendrez que ça peut éventuellement poser On va clôturer sur cette question-là. Je vais prendre une dernière question là-bas sur les parcs et jardins et après on ouvrira les questions diverses. Oui, bonsoir. En fait, c'est pas tant une question qu'un commentaire concernant la petite aire de jeu à côté de la buvette et cette grande balançoire qui est merveilleuse et qui normalement doit être utilisée par les tout petits et qui est systématiquement utilisée par les adolescents qui hurlent, ils se mettent à 5, 6 ou 7 dessus, ils hurlent à en faire casser les vitres de tout le quartier. Moi j'habite en face et on les entend même fenêtres fermées. Au bout d'un moment, ils la cassent, la grande balançoire. Donc elle est enlevée, on respire plusieurs semaines, elle est réinstallée, ils rehurlent, au bout de quelques semaines ils la cassent, on respire, elle est réinstallée, et ça fait des années que ça dure. Et je suis désolée pour les tout-petits parce que c'est eux qui méritent de l'utiliser, mais ils ne l'utilisent pas. Souvent, d'ailleurs, les adolescents refusent de laisser la place aux plus jeunes. D'accord. Donc deux choses là aussi. Je vais regarder pour que la signalétique soit marquée. Ça, entre guillemets, c'est la prévention. Et puis après ça, demander aux agents d'être particulièrement vigilants. Les agents, on ne les voit jamais. Hein. J'habite en face du parc. J'y vais tous les jours, je ne les vois jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le parc? Juste levez la main et je les... Comme madame, le soir, quand le parc est encore ouvert, il y a des bandes de jeunes qui ne font que casser les jeux. Alors, et il faudrait les interdire à un certain âge. Peut-être qu'il faut mettre un panneau là au-dessus. Dans ce parc, pour que les petits puissent y aller. Alors, de manière générale, on ne peut pas interdire à des gens, à moins que ce soit vraiment, à moins qu'il y ait de la délinquance avérée, mais on ne peut pas interdire à des gens de rentrer. Néanmoins, je pense qu'on pourra regarder ça effectivement avec, même si c'est dans un parc, on pourra regarder avec mon collègue Anthony Samama qui est en charge de la sécurité, voir comment on peut intervenir. Je vais prendre une dernière question. À quel niveau en particulier, juste, pardon, désolé. Ouais, à quel niveau en particulier, parce que en fait, vous avez pris le micro en cours. C'est dans le parc qui est à côté de la buvette. D'accord, ok. Là, oui, c'est toujours, systématiquement, il y a des bandes de jeunes le soir. Toujours au même endroit. Autre chose, moi, je voulais poser la question des Attendez, serres. parce que tout le monde me parle en même temps. Pardon, les petites serres qui sont le long de la rue, je ne sais pas laquelle, c'est la montagne de l'Espérou. Ouais. Il y a une espèce de planches qui sont limites, moi je n'ose pas y aller. Elles sont sur le côté, le long de la rue de l'Espérou, la montagne de l'Espérou. Il y a des petites serres en hauteur. Ouais, je regardais de mémoire, ça avait été changé. Alors maintenant, peut-être qu'elles se sont détériorées particulièrement. Je le note. Il n'y a rien dedans, on se demande à quoi elles servent. Je vais aller voir, je vais y aller. Il y a des planches en bois, il n'y a qu'à voir dessous, on ne sait pas comment elles tiennent. Hein. Tout ça a l'air d'être bien pourri, comme les bancs qui sont en bas. Le long de cette allée, les bancs sont en très très mauvais état aussi. Oui, alors pour les bancs, j'en ai parlé pendant la présentation. Pendant les bancs, j'en ai parlé de manière générale pendant la présentation. Parce que c'est lamentable. Là. La demande a été faite et concernant le premier, donc sur les bancs. Sur les bancs, donc demande a été faite et concernant là ce que vous venez de me signaler, je vais aller vérifier dès les prochains jours. Merci. Avant de prendre les questions diverses, je voulais faire une annonce
qui est une exclusivité, puisque dimanche aura lieu la fête de quartier de notre quartier Citroën Boucicaut, donc au parc André Citroën. Entre 14h et 18h, il y aura quelques animations à côté du village de Noël qui sera sur l'esplanade. Donc on vous attend nombreux. Il y aura des communications, des affichettes à retirer à partir de demain après-midi à la mairie pour ceux qui voudraient en distribuer ou en donner dans leurs immeubles. Et de toute façon, ce sera indiqué sur le site de la mairie. Et on vous attend donc nombreux. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame, vous aviez une question? Oui, alors voilà, moi je voudrais vraiment vous parler d'une partie du quartier que je connais bien puisque j'habite la résidence de la RIVP qui se situe dans un passage piétonnier au niveau du square Cocteau. Vous voyez, ce passage s'appelle la rue Jonquind. Il y a la maternelle qui est dans ce passage. C'est une rue piétonne qui part du 207 rue Saint-Charles et qui va qui traverse. Alors il y a au milieu le square Jean Cocteau et à la sortie, on se retrouve avenue Félix Faure. J'habite ce quartier depuis 1982. J'ai vu vraiment la dégradation de ce quartier. Je parle vraiment de ce petit. Vous voyez ce que je veux dire? Pas au-delà. Hein. Donc. Nous avons déjà un problème d'éclairage. Ils sont venus récemment changer toutes les ampoules des réverbères et qui sont donc dans ce passage piétonnier de la rue Jonquind. Alors c'est rue Jonquind et rue Modigliani. Vous voyez, ça fait, mais c'est le même. Ça longe la résidence de la RIVP et Habitat, je crois aussi. Hein. Voilà, c'est une. Bon. Et donc. Au niveau du square, quand vous entrez par la rue rue Saint-Charles, vous avez effectivement, on a fait changer les réverbères, les ampoules, donc on y voit très clair. Et ensuite, il y a un tournant, on longe, on passe le long du square Jean Cocteau pour rejoindre la rue Modigliani, qui débouche sur l'avenue Félix Faure. Et là, il y a 4 lampadaires, enfin un réverbère, je ne sais pas comment on appelle ça, qui sont... voilà. Alors, paraît-il que quand ils sont venus récemment, parce qu'on avait demandé au service d'entretien de rallumer ces réverbères qui étaient constamment éteints, ils sont venus et ils n'ont pas changé les 4, dont il y en a 2 qui encadrent pas la maternelle, la crèche. Et donc, quand je passe, moi, le soir, quand j'arrive du métro, hein, Lourmel, et je passe donc sous la voûte, et j'arrive devant la crèche, c'est noir de chez noir, quoi. C'est complètement noir. Moi, j'ai la trouille parce que, si vous voulez, c'est quand même un passage. Voilà, on peut se faire vraiment assassiner. Enfin bon. Ouais. Donc il y a ça, ce problème d'éclairage. Le second, qui est très important aussi, il y a eu des accidents, des gens qui se sont cassés la figure. Le dallage de cette rue Jonquind, mais est complètement défoncé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une entreprise de taxi ou de je ne sais pas quoi, et à un moment donné, il y avait des grosses Mercedes qui passaient dans... voilà, c'était des voitures à louer. Je n'ai jamais compris ce que c'était. Ils étaient installés là, ils sont partis. Mais le dallage est complètement défoncé. Nous, on habite au 6 rue Jonquind, et devant notre entrée, il y a une espèce de dénivellation, mais à se tordre les pieds, quoi. Et puis c'est sale, c'est jamais entretenu. Et il y a toute une partie qui est à côté de la maternelle, les feuilles ne sont jamais ramassées, les arbres sont entourés il y a des sapins qui sont entourés d'une dalle en béton, complètement fracturée, et le sol est défoncé, les dallages sont... et puis, alors, vraiment sale. Moi, j'insiste sur la saleté de ce coin. Vraiment, c'est très sale. Là, oui, merci beaucoup pour Juste pour ajouter vos observations. sur le même sujet, parce que je voulais intervenir exactement sur le même sujet, c'est la rue Modigliani elle-même qui est en permanence... Alors, moi, Jonquind, je connais pas, mais c'est le prolongement. La rue Modigliani, c'est une catastrophe. Il y a du rapiessage qui est fait tous les 6 mois, parce qu'il y a des nids de poules qui se font en permanence, mais ça fait des années. On en avait parlé dans des conseils de quartier déjà il y a quelques années, et la réponse avait été, même le maire nous avait dit, ah ben oui, puisqu'il y a toutes
Habitat, RVP, etc., qui ne se mettent pas d'accord entre eux pour l'entretien de cette rue. Bon, sauf qu'il y a quand même une entreprise qui de temps en temps fait du rapiessage, mais ça dure 6 mois. Moi, la question que je pose, est-ce qu'on pourrait quand même, une bonne fois pour toutes, refaire cette rue, et y compris donc la partie complémentaire, parce que c'est même dangereux. Hein. Écoutez, je ne suis pas en charge de tout ce qui est voirie. En revanche, il y a un adjoint qui est spécialisé pour toutes ces questions-là, Jean-Yves Pinet, qui gère toutes les questions de voirie à la mairie du 15e. Mais il était là déjà. Et du coup, je vais lui transmettre l'information. Bien sûr, c'est évident. La seule chose, c'est effectivement, si la réponse vous a déjà été donnée, que c'est un problème qui n'est pas dans notre champ d'action, dans notre périmètre. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne peux pas vous promettre que quelque chose sera fait si on ne peut pas le faire. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que je vais transmettre l'information à la bonne personne, ou en tout cas à la personne qui est en charge de la voirie à la mairie du 15e, pour que l'information soit connue à nouveau, puisqu'apparemment c'est un sujet qui a déjà été évoqué, pour déjà, savoir exactement ce qui est possible ou non de faire, et 2, que le sujet soit évoqué, si jamais c'est pas de notre compétence, avec les personnes dont c'est la compétence. Je voudrais justement vous préciser que j'ai eu affaire avec mon bailleur de la RIVP, une dame très charmante qui est venue parler avec moi, parce elle s'occupait des problèmes des locataires. Et elle nous a dit que, justement, il y a 1 mètre, je crois, devant la porte d'entrée qui appartient à la RIVP. Donc, la RIVP doit entretenir, évidemment, n'entretient pas, mais le reste, c'est la mairie. Enfin, c'est la mairie, c'est voilà. Écoutez, mairie... Enfin, le mairie, quand je dis la mairie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la RIVP, vous voyez. La RIVP, c'est vraiment contre... ils ont 1 mètre. Je vais me renseigner, ils ont je vais 1 mètre, poser les bonnes voilà. questions, Voilà. et je vais signaler, en tout cas, cet état de fait sur cette voie-là en particulier. Je vous remercie infiniment, madame. Merci. Une autre question diverse dans la salle. Monsieur, premier rang. Depuis 1974, j'habite à côté du bureau de poste au métro Boucicaut. L'entrée du parking sous les HLM se fait par la rue de la Convention et la sortie se fait par la rue des Cévennes. Pour reprendre la rue de la Convention, il faut reprendre rue de l'Ourmel, tout de suite à gauche devant le magasin Franprix. Et ce qui est très dangereux, c'est quand on arrive avenue Félix-Faure. Il y a 2 ans, il y a 2 voitures à toute vitesse avenue Félix-Faure se sont tamponnées avec une voiture qui roulait doucement, qui voulait tourner à gauche de la rue des Cévennes, qui sont rentrées carrément dans la boulangerie, l'automobile. Et j'étais conseiller de quartier il y a une dizaine d'années. On avait demandé des ralentisseurs là ou un feu tricolore. Excusez-moi, des ralentisseurs ou des feux tricolores, à quel niveau exactement de la rue? Enfin, à quel niveau de l'avenue, si c'est avenue Félix-Faure? Rue des Cévennes qui passe avenue Félix-Faure pour qu'on revienne au métro Boucicaut pour reprendre la rue de la Convention à droite ou à gauche. D'accord. Et M. Samama est au courant. Nous avons été très ennuyés par les motos, les scooters et les 2 roues sur le trottoir. Les gens âgés dans les 4 immeubles de la Sablière qui a remplacé la SAGI, les gens âgés avec des cannes et ne pouvaient plus pénétrer. Ils ont remplacé maintenant au sous-sol le loueur de voitures. Et là, on ne peut même plus sortir du parking. C'est un showroom de 2 roues. Et ils se font des livraisons. On n'a même plus accès à la pente pour sortir du parking. Mais c'est une affaire entre le bailleur du parking et son locataire. Je pense que la mairie n'a rien à voir dans... Ce n'est pas sur la voie publique. Non, mais on peut quand même intervenir et relancer le sujet. Déjà, par rapport à l'endroit que vous évoquez sur Boucicaut, la prochaine caméra qui sera installée dans le 15e arrondissement, le prochain plot comportant 5 caméras de vidéoprotection, sera au métro Boucicaut. On en a 6 en tout et pour tout sur la mandature actuelle entre 2020 et 2026. La prochaine, ce sera au métro Boucicaut, ça c'est la première chose.
Ensuite, sur les questions de sécurité que vous évoquez sur l'éclairage, moi je me souviens que déjà en 2021, on avait été saisi sur la rue Jonquine, on était intervenu, donc c'est bien que vous nous le fassiez remonter à nouveau, parce que je croyais en tout cas que le sujet avait été résolu. Il y a eu... Bon, très bien. Alors, 20 fois sur le métier, comme on dit, on remettra notre ouvrage. Donc on reviendra sur ce sujet-là, et ensuite sur le quartier de manière plus générale avec la rue Modigliani. C'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupés. Vous savez qu'il y a le TEP Varet aussi à côté, qui était un point de fixation sur lequel les jeunes de tout le quartier se réunissaient, se rassemblaient en dehors des fermetures habituelles du TEP, le soir, parfois pour faire du sport, et ça résonnait très fortement dans tout le quartier, parfois pour faire des activités qui n'avaient rien à voir avec des activités sportives. Il y a eu énormément d'actions qui ont été engagées par la mairie du 15e arrondissement. On a changé le sol pour justement absorber davantage le bruit. On a changé les grilles à plusieurs reprises. L'éclairage, exactement. Je crois savoir que la situation s'est améliorée considérablement. On a eu l'occasion de l'évoquer longuement avec plusieurs d'entre vous ces dernières années. Donc je crois que ça a été un gros travail qui a permis de porter ses fruits dans ce quartier-là de manière générale. Je ne reviens pas sur la fontaine des Polypores aussi. Vous le savez que ça a été un gros sujet pour nous aussi ces dernières années. Sans doute un des points de fixation les plus compliqués de l'arrondissement en termes de délinquance, d'occupation de l'espace public. Je crois que ça aussi, c'est derrière nous. Donc s'il reste des points très spécifiques sur lesquels intervenir, moi je suis disposé à en parler, à voir avec vous ou précisément organiser des actions de la part de la police. Et sur les sujets de voirie, en effet, on pourra transmettre ça à notre collègue. Encore pour le sujet de la voirie, c'est la rue de la Montagne de l'Espérou. Ça fait au moins maintenant 12 ans qu'on a coupé les trottoirs et on n'a jamais rebouché. Et chaque fois, on me dit oui, c'est prévu. Et ce n'est pas prévu parce que ça continue comme ça, le trottoir au long du parc, et il est coupé tout au long, et il y a des bosses tout au long, et on peut trébucher tout le temps. Écoutez, je vous remercie de nous l'avoir notifié. Je vais transmettre également à notre collègue Jean-Yves Pinet qui s'occupe de tout ce qui est voirie. Bah, il le sait, hein, parce que Merci. D'autres questions dans la salle? J'ai une dernière question, si vous le voulez bien, pour monsieur Samama, juste avant qu'il parte. Désolée, excusez-moi. Voilà, vous parliez de la sécurité, etc. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous faire un petit point sur... Alors, vous avez effectivement fait beaucoup de choses là au niveau des fontaines, voilà. Est-ce que sur ce qui s'est passé, alors il y a maintenant 1 mois et demi, etc., dans le quartier, sur la dalle Beaugrenelle, est-ce que vous pourriez en dire un mot? Vous m'avez dit que c'est... Voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, sur la dalle de Beaugrenelle, il y a eu en effet, il y a un peu moins de 2 mois, une nouvelle rixe extrêmement violente avec 3 jeunes qui ont été en situation d'urgence relative pour 2 d'entre eux et absolue pour l'un d'entre eux. C'est une rixe qui a impliqué des jeunes de la bande qu'on appelle RD4, qui vient de la rue des 4 Frères Peignot. C'est donc les jeunes de Beaugrenelle. Aucun de ces jeunes ne vit à proprement parler sur la dalle, ils vivent autour de la dalle. Mais ce sont des jeunes qui se réunissent beaucoup sur cette dalle, effectivement, parce qu'ils se sentent un petit peu à l'abri, protégés, ils peuvent fuir facilement la police. Donc ça a impliqué des jeunes de la bande RD4 de Beaugrenelle à des jeunes de Ballard. C'est des confrontations qui sont historiques entre ces 2 bandes. On a reçu d'ailleurs avec le maire Philippe Goujon, la mère du jeune qui était en situation d'urgence absolue. Et donc il y avait eu précédemment, c'est toujours des matchs-retours, de matchs-retours, de matchs-retours. Il y avait eu précédemment des rixes justement dans le quartier Ballard par des jeunes de RD4. Donc là, c'est un espèce de match-retour d'une réplique de ces jeunes de Ballard qui ont voulu riposter face à cette première attaque. Et donc, ils sont venus à Rueil-Muriot, dans le quartier de Beaugrenelle. Ils étaient armés avec des katanas, des épées, des opinel 13, des couteaux, des battes, des béquilles, etc. Ils s'en sont pris à ce groupe de jeunes. Il y en avait une dizaine en tout et pour tout au départ. Il y en a un d'entre eux qui a trébuché, effectivement. Ils l'ont lynché sur la rue à Muriot. Et ils se sont jetés à plusieurs sur lui avec les armes par destination ou armes blanches que je viens d'évoquer. Il y a eu ensuite une intervention extrêmement rapide de la part de la police, parce que la police suivait ces jeunes-là, donc ils ont pu quand même intervenir relativement rapidement pour sauver ce jeune-là, qui a été ensuite à l'hôpital Necker. Il y a une enquête de police qui suit son cours, qui est actuellement en cours, pour essayer de déterminer exactement la cause de cette rixe-là.
pour essayer de déterminer les responsabilités de chacun des jeunes engagés. Nous, ce qu'on a fait immédiatement suite à cette rixe, c'est d'abord essayer de renforcer considérablement la présence policière, qu'elle soit nationale ou municipale, dans le quartier. On a eu des moyens inédits, sincèrement, de la part de la police nationale, avec des troupes d'intervention qu'on appelle des CSI, des troupes de sécurisation de quartier, des GSQ, la garde républicaine qui a été présente. Et donc on a réussi, sur les semaines qui ont suivi, à rétablir le calme. Les succès en termes de sécurité sont souvent fragiles, il ne faut pas crier victoire trop tôt, donc on reste extrêmement vigilant avec la police municipale et nationale. Ça reste un des gros points de vigilance du 15e arrondissement, cette dalle de Beaugrenelle. Il y a énormément d'actions de prévention qui sont menées, mais l'eau de réponse structurelle aussi qu'on demande à la SEM Paris-Seine, qui est la société d'économie mixte qui a la gestion de la dalle de Beaugrenelle, c'est de renforcer considérablement la sécurité de cette dalle-là. La présence policière, elle est par nature éphémère, elle est par nature conjoncturelle. Et on ne pourra pas avoir des policiers 24 heures sur 24 en nombre sur cette dalle. Donc ce qu'il faut, c'est, parallèlement à ces actions conjoncturelles qui sont nécessaires, mais par nature insuffisantes, il faut apporter des réponses structurelles à la sécurisation de la dalle. Il y a une raison pour laquelle les jeunes se réunissent sur cette dalle. C'est parce que, par essence, une dalle qui, effectivement, est à l'abri de la rue, qui est au premier étage, par essence, c'est quelque chose qui est criminogène parce que les jeunes se sentent à l'abri, se sentent protégés. Donc il y a tout un tas de mesures de sécurisation à mettre en place sur la dalle. Il y en a un certain nombre qui ont déjà été déployés suite à l'affaire Youri, vous vous en souvenez, il y a 3 ans. Néanmoins, la ville n'a pas été, et la SEM Paris-Seine n'ont pas été au bout de cet audit. Il y a eu, suite à l'affaire Youri, un audit de sécurité qui a été mené par une société indépendante qui a recommandé un certain nombre de choses. Renforcement du nombre de caméras de vidéoprotection, présence d'un maître-chien 24 heures sur 24, fermeture d'un certain nombre d'accès qui permettent aujourd'hui aux jeunes de fuir la police extrêmement facilement. C'est un gruyère pas possible, la dalle de Beaugrenelle aujourd'hui. Renforcement des éclairages. Donc les solutions, on les connaît, elles sont sur la table. Il y a eu 50% du chemin qui a été fait. On a pu fermer un certain nombre d'accès, on a pu renforcer un certain nombre d'éclairages. Néanmoins, le nombre de caméras est toujours le même. Il y a en tout et pour tout 8 caméras sur la zone. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais en réalité, ça laisse beaucoup de trous dans la raquette. Il en faudrait au minimum 3 voire 4 de plus. C'est ce qu'on demande à la SEM Paris-Seine. Deuxièmement, présence d'un maître-chien 24 heures sur 24 sur la dalle. Ils ont fait un pas, ils ont accordé aujourd'hui un gardiennage. Il y a aujourd'hui des gardiens qui patrouillent sur la dalle de Beaugrenelle. Mais simplement, que peut faire un gardien tout seul face à une bande de 15-20 personnes qui sont armées, comme on l'a évoqué tout à l'heure? Il faut la présence d'un chien pour dissuader ces jeunes-là. Donc présence d'un maître-chien, ça, ils ne l'ont pas fait. Les éclairages, globalement, on a fait 80% du chemin. La fermeture des accès, on peut aller plus loin, mais on a fait 80% des chemins. La priorité, le combat qu'on mène aujourd'hui vis-à-vis de la SEM Paris-Seine avec le maire Philippe Boujon, c'est les caméras de vidéoprotection, la présence d'un maître-chien. Merci. On peut prendre quelques dernières questions dans la salle. Il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions, sachant que tous les adjoints ne sont pas présents, donc on pourra simplement reporter les questions. Oui, madame, là-bas. Et puis après, madame avec le bonnet vert. Je voudrais poser... j'ai une petite question à poser à propos des voies de vélo. Quand vous sortez du métro Javel, vous avez une piste à vélo qui coupe l'angle là. Et là, il y a un passage piéton à une entrée de métro. Et l'autre jour, j'ai failli me faire renverser par un vélo parce que j'avais oublié que sur ce petit angle, il y a une piste à vélo. Alors, est-ce bien raisonnable de la laisser à cet endroit-là alors qu'il y a le passage piéton et l'entrée du métro? Et à l'entrée, c'est juste près du petit jardin qui a été arrangé avant la coulée verte. Là, elle est très nette. Et puis l'autre jour, je rêvassais, je pensais autre chose. Ben, j'ai bien failli me faire renverser par un vélo sur le trottoir. Alors, est-ce normal que les pistes à vélo soient marquées sur le trottoir à la sortie du métro Javel? Écoutez, je note le point. Point on a une adjointe. Il y a un angle et la piste vélo coupe l'angle. Ok, bah écoutez, ce que je vais faire. Pour aller à l'avenue Émile Zola. Ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre l'information. Alors, je dis que là, vraiment, et je vous dis, il y a un passage piéton de l'autre côté. L'autre côté, c'est l'entrée du métro.
Alors, Oui, il y a quelque chose qui ne va pas là quand même. Hein. C'est noté. Bah, écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est le transmettre à l'élu en charge. Voilà. Il y a peut-être moyen de faire un détour, je ne sais pas, mais c'est pas la peine. Moi, j'ai failli laisser ma peau l'autre jour. Alors. Et comme on doit... Merci, madame. Donc, le point est pris. Comme on doit libérer l'école, je vais prendre une dernière question, madame au bonnet vert. Et puis, on clôturera. En fait, je pense que j'ai peut-être une affichette qui est peut-être pas très bonne, parce qu'il y a marqué dans mon affichette un point ouverture de la baignade en Seine à l'été 2025. Donc, je pense que ce point a été retiré. Mais est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots dessus? Est-ce vraiment vrai ou bien voilà? Alors tout à fait. En fait, à la base, c'était le sujet qui avait été retenu par le conseil de quartier en réunion préparatoire. On a demandé à ce qu'il y ait une présentation qui soit faite sur ce sujet. Malheureusement, la réponse qu'on a eue des services concernés, c'est qu'il n'y aura pas de présentation avant janvier 2025. Et donc, ils nous ont dit que ce n'était pas possible de présenter le sujet avant la date d'ouverture des présentations en janvier 2025. C'est pourquoi on a changé de sujet. Et c'est pourquoi ce projet ne sera pas présenté ce soir. En revanche, oui, c'est un vrai projet qui, effectivement, est en cours de préparation et sera présenté. Malheureusement, pas ce soir. On aurait bien aimé que ce soit le cas. On était tous d'accord. Il y avait une vraie unanimité sur la demande de ce sujet-là. Mais du coup, ce sera certainement au prochain conseil de quartier, si la demande des conseillers de quartier est toujours la même pour la présentation de ce sujet. Rapidement, monsieur, vous êtes le dernier, allez-y. Je rebondis sur l'intervention d'Anthony Samama. Je fréquente la piscine Keller régulièrement. Il y a un passage piéton qui va du collège sur l'avenue Émile Zola, qui longe des travaux au niveau du sol et qui arrive sur l'entrée de la piscine, sur une petite place. Le matin, l'après-midi, en fin d'après-midi, quand il fait nuit, ce passage piéton n'est pas très rassurant pour les femmes seules. Monsieur, je note le point. Malheureusement, mon collègue Anthony Samama a dû s'absenter, mais je note le point, peut-être pour ajouter de l'éclairage, voir ce qu'il est possible de faire. Entre mon collègue Jean-Yves Pinet et puis Anthony Samama, on va peut-être réussir à trouver une solution. Merci beaucoup. On va clôturer cette réunion du conseil de quartier. Merci pour votre présence. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à écrire à vos conseillers de quartier si vous avez des sujets à mettre à l'ordre du jour. Merci.